voyage de Chihiro, ce bijou des studios Ghibli, oui Ghibli, j'ai appris que ça se disait comme ça fait 20 ans que je dis Ghibli, mais c'est pas grave, qui est souvent dans le top 1 de la plupart des gens parce que Chihiro c'est un monument, c'est un film qui est sorti en 2000, qui a vraiment marqué les esprits par son côté onirique, son histoire, ses personnages et son côté vraiment barré. Mais la plupart d'entre vous n'avaient peut-être pas compris toutes les subtilités, nuances qu'il y a dans ce chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, et je suis là pour vous délivrer aujourd'hui 5 secrets sur le voyage de Chihiro. Hello les Nakama, très heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur le fait de détruire votre Ghibli préféré. Je n'arrive toujours pas à m'habituer à Ghibli, j'ai vraiment pris sur moi pour dire le mot et pas dire Ghibli. Et vu que la dernière fois j'ai détruit votre enfance avec Totoro, je me suis dit qu'il était temps de le faire pour Chihiro. Et là on s'attaque à un monument. Sorti en 2001, il raconte l'histoire de notre chère Chihiro qui, bon voilà, elle est un peu flappy, elle est dans sa voiture avec ses parents, ils déménagent. Donc comme toute gamine de 10 ans, quand tu déménages loin de tes amis, de ton école, de tes habitudes, t'es un peu flappy. Ils ont une nouvelle maison en campagne, le daron va emprunter un chemin que je trouve un peu bizarre, en pleine forêt, où il y a des espèces de statues déjà qui indiquent qu'on est peut-être à côté d'un lieu où il y aura des kami, des yokai, des divinités. Il se met à rouler à 200 km/h en pleine forêt. Ça aussi, je me suis un peu posé les questions. Et à deux doigts de percuter une petite statue, il pile, freine et se retrouve devant une espèce d'entrée. Et ils ont l'air de se dire qu'il y a sûrement une espèce de parc à thème de l'autre côté. Chihiro, elle, toujours flappy, est vraiment pas enjouée par le fait d'y aller. Jusqu'au bout, Chihiro est en mode non. On n'y va pas, je suis pas sereine. Et ils auraient dû l'écouter. Ils vont arriver finalement dans un endroit où il y a de la bouffe à profusion. Aucun client, aucun restaurateur, mais de la bouffe partout, ça fume ça. Même moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ça a l'air hyper bon. Moi-même, j'y serais allée. Chihiro, toujours en mode, on y va, non, papa, maman, on y va, je la sens pas. Finalement, elle va faire un petit tour, elle va voir qu'il y a des ombres qui commencent à sortir de partout, elle commence à bader. Et surtout que les parents, se sont transformés en cochons. Voilà. Donc on va suivre l'histoire de Chihiro qui se retrouve finalement dans le monde des kami, des divinités, et elle va devoir travailler dans une espèce de bain pour divinité qui en a marre, qui est fatiguée d'avoir eu à traiter avec les humains toute la journée. Voilà, les divinités sont fatiguées le soir, et c'est un rite initiatique, un voyage initiatique de Chihiro qui va rencontrer Aku, Kamaji, Yubaba et bien d'autres personnages dont le sans-visage, dans le but de sauver ses parents, de les récupérer et de revenir dans le monde des humains. Bref, on connaît tous l'histoire de Chihiro, elle nous a tous vraiment touché. Les musiques, les OST. Des OST de Joe Hisaishi que j'ai eu la chance de voir. Apparemment, en plus, c'était sa dernière tournée. Je voulais juste vous le dire, me la péter, que je l'ai vu. Voilà, il était là sur scène. J'ai chialé du début à la fin et même après. Voilà. Bref, mais aujourd'hui, comme beaucoup, je pense qu'on a vu ce film et qu'on s'est dit, je pense qu'il y a des trucs derrière, mais j'ai peut-être pas tout pigé. Et je suis là pour te délivrer 5 secrets. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir me dire, ok, t'as détruit mon film. Ou au moins, vous allez pouvoir le re-regarder d'un nouvel œil. Tu vois, d'une nouvelle... Et on commence sans plus tarder avec le premier secret. Et il s'agit bien des lieux d'inspiration du film. Parmi les lieux qui ont inspiré, c'est plutôt un type d'architecture. On parle de l'architecture Gyufu qui était dans l'ère Meiji. C'était une inspiration occidentale que vous retrouvez à l'entrée du parc à thème. Voilà, ça c'était pour l'info. Également, autre lieu vraiment atypique que j'ai pu visiter aussi. Oui, je suis dans une vidéo où je me la pète. Il s'agit bien de Tiofen, qui est une ville au-dessus de Taipei, à Taïwan. C'est une ville absolument magnifique que j'ai pu visiter, qui est dans les montagnes et qui surplombe la mer, avec plein de lampions. On est sur quelque chose d'assez étroit, les ruelles sont vraiment exiguës. Il y a plein d'endroits où se restaurer. La bouffe à Taïwan, c'est pépitas, vraiment, c'est incroyable. En fait, cette ambiance un peu orangée, rouge avec les lampions, elle est merveilleuse. Vraiment, vous êtes transporté dans cet endroit qui est tout petit mais extrêmement touristique et vous pouvez boire un thé avec la vue sur la mer, la nuit, c'est incroyable. Vraiment, Tiofen, c'est féerique, c'est... Waouh. Également, autre lieu qui a inspiré notamment l'endroit où les parents se transforment en cochons, Yurakucho et Shinbashi. Donc c'est entre deux stations, vous avez une rue à Tokyo, un quartier même, où vous pouvez justement vous asseoir sur des tabourets à l'extérieur et manger, juste comme dans le film. On y mange coréen, japonais, chinois, il y a de la rôtisserie, des vapeurs, il y a de la fumée qui sort de partout. C'est vraiment délicieux et c'est un endroit qui est réputé pour vous donner faim et vous allez sortir de là extrêmement calé. Et il y a une autre petite rêve qui est un peu un foreshadowing sur un des secrets que je vais vous délivrer après. Voyez sur le bâtiment des bains dans Chihiro, il y a un symbole. Il vous révèle pas quelqu'un ?
Oui, Jiraiya. C'est pas l'inspiration d'un lieu, enfin si, mais aussi d'une personne, mais d'un autre type de lieu, et on y reviendra après. Avant que je te délivre le deuxième secret, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher le petit pouce bleu. N'hésite pas à mettre en commentaire sur quel Ghibli tu voudrais une prochaine vidéo. Le top commentaire sera choisi et il y aura la vidéo sur le prochain Ghibli. Oui, Ghibli. J'ai appris que ça se disait comme ça. Voilà. Deuxième secret, l'inspiration des personnages de Miyazaki. Alors il faut savoir que Miyazaki s'est d'abord inspiré du roman Rin et le peintre de cheminée, qui raconte l'histoire d'une jeune étudiante obligée de repeindre la cheminée d'un établissement de bain laissé à l'abandon après un tremblement de terre. Sauf que Miyazaki arrive avec cette idée-là, parce que souvent, faut savoir que les Ghibli sont énormément inspirés de romans. Je pense au Château ambulant, qui est inspiré d'un roman. Voilà. C'est pas que des créations 100% originales, mais cette fois-ci, il est arrivé avec ce roman-là en mode let's go, on pourrait faire ça, c'est pas mal. Sauf que le studio l'a dit, non, non, c'est pas ouf. Non, on comprend frérot, t'aimes bien, voilà, non. Ça nous botte pas trop. Donc en fait, il est resté sur ça, il a gardé quelques petits éléments, mais il est parti sur complètement autre chose. Et vous allez voir qu'il y a des inspirations au niveau des personnages. J'étais assez choquée. Tout d'abord, l'activité des bains. Une activité qui n'arrête jamais à partir du moment où ça ouvre jusqu'à la fermeture, ça court de partout. Et ben ça correspond à l'activité intense du studio Ghibli. Également, le personnage de Yubaba. Et ben il est inspiré de Toshio Suzuki, qui est le producteur et ancien chef du studio. Je sais pas s'il l'a pris mal, j'espère pas. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand on voulait travailler au studio, il fallait aller le voir dans son bureau et dire « Je veux travailler ». Un peu comme Chihiro avec Yubaba. Je trouve que l'inspiration, elle est incroyable. Je trouve ça trop stylé en fait, parce que des fois tu te dis ouais, c'est l'inspiration mythologique et tout, hein. Non, non, c'était juste les gens qui travaillaient avec lui. Et pour le vieux Kamaji, c'est tout simplement Miyazaki lui-même. Le vieux Kamaji, je crois, il a 6 bras et il arrête pas de travailler, il fait tout, et c'est Miyazaki. En fait, il a toujours les mains partout, et il fait tout et n'importe quoi, et voilà. Genre, c'est la tête pensante, c'est lui. Et Chihiro correspond à l'employé qui doit travailler dur si elle ne veut pas se faire virer. Welcome to Japan. Je sais pas s'il y a un syndicat là-bas, mais apparemment, pour garder son boulot, faut y aller, hein. Oui, voilà, c'est le Japon, quoi. C'est... Voilà. Troisième secret. Il s'agit d'un secret sur une scène en particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr que si, vous vous en rappelez, c'est une des scènes les plus choquantes et les plus ouf du film. Il y a un esprit putride qui va venir au bain. Tout le monde essaye de le repousser et qui va s'occuper de cet esprit à l'odeur putride et pestilentielle, où Yubaba et Chihiro elles-mêmes vont avoir un tremblement, un frisson, tellement l'odeur est désagréable. Qui va s'occuper de lui? Bien évidemment, Chihiro. C'est la nouvelle venue, c'est la petite bleue. Occupe-toi de ce truc, de ce client qu'on veut pas. Et finalement, il s'avère que c'est un esprit d'une rivière, mais un grand esprit. Genre, c'était un waouh. Quand il s'en va, ils sont tous ouais, trop bien, on a sauvé un esprit hyper connu, ouais. Bon, merci Chihiro, merci pour les travaux. Mais si vous vous rappelez bien, quand elle tombe dans le bain et qu'elle essaie de laver malgré tous les bains de fou que lui envoie Kamaji, elle va tomber sur un guidon de vélo. En fait, la rivière était tellement polluée que du coup, avec ce guidon, en tirant, ça entraînait toutes les choses qui étaient embourbées dans la rivière et qui empêchaient cet esprit du coup d'être lui-même, et il était limite maudit. Eh bien, ça correspond à une histoire de Miyazaki lui-même. Quand il était plus jeune, et c'est assez monnaie courante au Japon, ils font des séances de nettoyage dans la nature. Et justement, il a nettoyé une rivière et il avait sorti un vélo entier de la rivière, et ça l'avait choqué à l'époque. Ce qui fait que du coup, il a voulu remettre cette scène dans le film, sachant que Miyazaki, vous le savez, à travers ses œuvres, il y a un énorme message sur la pollution et sur la nature. Et à travers ce passage-là, c'était vraiment, vraiment percutant. Le message derrière, c'est de ce côté, les divinités qui se plaignent et qui subissent l'humain. Un message écologique donc, mais plein de nostalgie pour notre cher Miyazaki. Quatrième secret, et là on rentre dans le gros du gros qui va sûrement peut-être vous matrixer si vous ne l'aviez pas capté. Moi perso, c'est quelque chose que j'avais capté parce que j'ai quelques petits refs. Voilà. Vous allez comprendre que Chihiro, sous un regard adulte, finalement, c'est pas si féerique que ça. Je parle de l'industrie du sexe. Et oui, ça parle de ça dans Chihiro. Alors vous allez me dire, ouais, c'est parce que ses parents se sont transformés en porc, cochon, tout ça. Non, c'est pas ça. Le porc, le cochon, dans le bouddhisme, c'est un aspect d'abondance, de richesse, tout ça. C'est juste le fait qu'il se transforme en bétail et c'est assez choquant pour Chihiro. D'ailleurs, l'interprétation de cette transformation est vraiment un peu nuancé. On peut interpréter comme on le veut, mais c'est pas ça. Toutes les petits indices sur l'industrie du sexe dans Chihiro, vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus propre à la culture japonaise. C'est peut-être pour ça qu'en Occident, on n'a pas capté ces refs-là. Chihiro, en fait, elle doit travailler au bain pour sauver ses parents. C'est un peu l'image de l'époque où les enfants étaient vendus à des maisons pour pouvoir récupérer de l'argent auprès de la famille et qu'ils puissent survivre. Les parents récupéraient de l'argent en vendant leurs enfants. Si vous avez vu Mémoire d'une geisha, vous le voyez, les deux
sœurs sont vendues à des maisons, on va parler des maisons après, pour pouvoir sauver la famille, payer des médicaments pour la mère malade, même si après la famille meurt quand même. Mais c'était monnaie courante, et même chez nous, de vendre des enfants, parce qu'on n'avait plus assez d'argent pour les nourrir, en se disant qu'ils auraient une meilleure vie après. C'était un peu au bon vouloir du destin. Il faut savoir qu'à l'époque, les jeunes filles étaient vendues à des maisons, soit maisons closes, soit à des okiya. Si elles avaient un peu plus de chance, les okiya sont des maisons de maiko qui vont former ces jeunes filles à devenir geiko, geisha à Tokyo, geiko pour Kyoto. Et d'ailleurs, le prochain indice est vraiment lié à cette histoire. Vous vous rappelez quand elle va voir Yubaba et qu'elle lui demande de travailler pour pouvoir sauver ses parents, quand elle finit par accepter, elle va prendre le nom que Chihiro a écrit, donc ces 2 caractères, et elle va en enlever pour qu'il n'en reste qu'un seul et transformer son nom en Sen. À l'époque, c'était monnaie courante chez les courtisanes et geishas de changer de nom pour oublier leur vie passée et avancer sans regret. LOL. Voilà, donc ce petit nom facile à retenir pour les clients, si vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille à l'époque. Le bâtiment regorge d'indices aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un symbole, ce qui veut dire huile, normalement en japonais, sauf que c'est un symbole que vous allez retrouver dans les onsen, dans les bâtiments justement de bains publics. Mais c'était surtout des symboles que vous aviez sur les bâtiments où on pouvait avoir de la compagnie. J'explique ça tout de suite. En fait, à l'époque de la période Edo, ces bains publics étaient très populaires auprès des hommes parce qu'il y avait des femmes qui y travaillaient. Elles lavaient les hommes et leur proposaient des services sexuels. Voilà. C'est un peu le principe des soaps aujourd'hui au Japon. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie sur la vidéo de Tev. Justement, il y a vraiment une grosse industrie du sexe au Japon et ça fait longtemps que ça existe. Et d'ailleurs, ces bains à l'époque étaient appelés Yuna Baro. Et les femmes qui y travaillaient s'appelaient des Yuna, que l'on traduit par femmes eau chaude. D'ailleurs, dans la version japonaise de Chihiro, les femmes qui travaillent au bain s'appellent des Yuna. Et la patronne des lieux, la maquerelle quoi, ça se faisait appeler Yubaba. Ça vous rappelle qui? Qui s'appelle Yubaba dans Chihiro? D'ailleurs, pour revenir sur cette espèce de foreshadowing que je vous ai fait au début, rappelez-vous que Jiraiya, c'est exactement le symbole qu'il a sur sa tête. Et on se rappelle de la scène où il se ramène avec une meuf comme ça, face à Itachi, qui savait? Où est-ce qu'il traîne en général? Au bain? Il adore ça, les onsen et les bains, tout ça, tout ça. À votre avis, pourquoi il a ce nom-là sur la tête, vu que c'est l'ermite pervers? Pourquoi il a autant de connaissances pour écrire des petits guides, hein? Voilà. Ouais, ça sonne tout de suite beaucoup moins enfantin, Chihiro, avec ça. Et il y a un dernier indice. Dans la scène où Chihiro monte dans l'ascenseur avec cette espèce d'esprit qui ressemble à un navet, à un moment, ils montent et ils arrivent à un étage où tout est fermé, mais on entend des ricanements de fans. Genre, on sent qu'il y a des petites soirées qui se passent dans les salles, mais on sait pas trop ce qui se passe. Ils vont se regarder, l'esprit va faire... Non, c'est pas le bon endroit. Ça a l'air plutôt d'être des salles justement où les esprits vont pouvoir avoir de la compagnie. Et ça restera un grand secret vu qu'on entend que des petits bruits. On le sait, la société du sexe au Japon est vraiment florissante et je pense que Miyazaki, il a voulu dénoncer ça à travers ce film et dénoncer la vie horrible que vivaient ces jeunes femmes qui devaient devenir des espèces d'esclaves pour aider leurs parents survivre. Et le dernier secret, on va parler d'un personnage que tout le monde connaît, que tout le monde adore imiter. J'adore l'imiter, c'est trop bien, mais il a l'air tellement chelou. Je parle bien évidemment du sans-visage. C'est un personnage où on dit c'est qui, c'est quoi, il veut quoi, il est chelou, il me fait peur, il fait pitié. On sait pas trop ce qu'il veut. Il faut savoir que le sans-visage a une signification assez... comment dire, nébuleuse. Mais en fait, c'est l'exact opposé de Chihiro. C'est un peu cette notion, pas autant manichéenne qu'on le veut, mais du bien et du mal. Chihiro, c'est la pureté, c'est le travail, c'est le dur labeur. Et le sans-visage, c'est l'expression même de ces gens qui pensent tout avoir et tout acheter juste avec l'argent. Ils n'ont plus aucune valeur, plus aucun respect pour les traditions. Ces gens sont corrompus par l'argent qui apporte, on le sait, abondance. Les gens vous entourent, vous aiment, mais l'amour ne s'achète pas. Avarice, gloutonnerie, envie, les péchés et les vices sont en lui. Et pourtant, Chihiro a l'air de pouvoir contenir ça en lui. En fait, il voit en Chihiro tout ce qu'il n'a pas, tout ce qu'il n'est pas. Et c'est ça qui va l'intriguer chez elle. Le sans-visage n'est jamais accepté dans ces endroits-là, et c'est la seule qui va lui dire « Venez vous mettre à l'abri ». Il va voir en elle une forme de beauté, d'amour, et avec ça, il va vouloir l'acheter avec de l'argent. Quand justement, cet esprit de la rivière va laisser plein de pépites d'or, il va les ramasser et lui proposer. Mais par rapport au secret d'avant, il lui propose en mode « Moi aussi, j'aimerais que tu me laves ». Le secret numéro 4 n'est jamais terminé. Le fait de l'appeler sans visage et qu'il n'ait pas de forme, pas de réelle forme humaine, permet à chacun de pouvoir se projeter en lui. Un peu à l'image d'un Bonnie Poon Poon où on a dessiné un espèce de piaf qui fait qu'on n'a pas de caractéristiques physiques, donc tout le monde peut se projeter. C'est l'image vraiment du côté obsessionnel, du désir, de l'envie
chez le sans-visage. On le voit quand il avale certaines personnes pour avoir la parole et pour demander à Chihiro des faveurs. Il veut absolument Chihiro. Sauf que Chihiro, quand elle le voit énorme, en mode tiens, je vais te donner ça, sois près de moi, elle ne veut pas de lui. Elle voit en lui tout ce qu'elle rejette. Ce qui fait qu'il va se mettre en colère. Elle va lui mettre en plus une espèce de petite boule médicinale en lui qui va lui faire vomir tout ce qu'il a en lui de mauvais pour pouvoir recracher en plus les personnes qu'il avait englouties. On rappelle que les personnes qu'il a englouties, c'était souvent des personnes qui étaient en mode « Ah, moi aussi, je veux de l'or et tout ». Il y avait quand même des personnes assez cupides dans cette histoire. Le sans-visage amasse de la cupidité, des mauvaises actions, des mauvaises pensées, et Chihiro va lui faire recracher tout ça et lui permettre une forme de rédemption. À travers ce personnage, Miyazaki nous explique qu'il est possible de changer. Le voyage dans le train est un peu un rite initiatique aussi pour lui, où il va rester avec elle, tranquille. Elle le regarde et elle lui dit « Tu montes, mais attention à toi ». Elle a ce côté un peu maman avec lui, où il va justement se plier à ses exigences, tout ça pour rester avec elle. Il va finalement faire du tricot. Alors peut-être que pour Miyazaki, la forme de rédemption et pour pouvoir être zen et se remettre les chakras en place, faut faire du tricot. Mais taisez-vous, mais je sais pas. En plus, c'est vrai que le tricot, ça détend. C'est vrai, c'est pas mal. Bref, il va rester chez la sœur de Yubaba. Chihiro va rentrer et tout rentre dans l'ordre. Miyazaki, c'est quelqu'un de l'ancienne génération. Et à travers ses œuvres, il critique la société moderne, la pollution, mais surtout la perte de ses valeurs. Le dur labeur, la persévérance, le culte et le respect de la nature. Chihiro découvre le travail, la discipline, la dureté, le respect, la volonté et l'amour. La morale, c'est de s'accrocher et de ne pas perdre espoir ni ses valeurs. Ce qui vous permet de toujours rester dans le droit chemin selon Miyazaki, tout en respectant la nature, les humains, le culte. Pour lui, c'est un peu le grand truc qui fait que la vie va bien. Et en soi, je trouve qu'il a pas tort. Vous pensiez vraiment que le sans-visage avait autant de signification? Parce que moi, je savais qu'il était un peu, il y avait des choses derrière. Mais en creusant un peu, je me rends compte que vraiment, les films Ghibli ont une inspiration et un message extrêmement profond. À tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous avez un secret bonus. Oui, on est sur 5,5 finalement sur cette vidéo. Il s'agit d'un petit truc qui s'est passé dans le film. Les plus attentifs auront remarqué qu'il y a une référence directe à Dragon Ball. Lorsque Yubaba envoie une boule de lumière, elle envoie littéralement un Kamehameha. Il n'y a pas d'explication sur pourquoi elle le fait. Genre, le studio il est en mode c'est juste qu'il y avait écrit sur le script, enfin sur le petit papier là, comme Dragon Ball. Donc le mec il a juste animé ça en mode ok frérot, elle va faire ça. J'aime bien la ref, j'aime bien le petit clin d'œil. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, mais je trouve ça super drôle, super cool, super what the fuck. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain Ghibli que tu veux que je traite en vidéo. Le top commentaire sera le Ghibli choisi, t'as compris. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre le pouce bleu, de commenter, ça je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis quand même. Et sur ce, bye bye les Nakamas.